À la une de ce journal, élections législatives au Groenland. Victoire de l'opposition de centre droit et montée des nationalistes en faveur de l'indépendance. Les détails dans un instant. Et puis licenciement massif dans la fonction publique américaine. Le ministère de l'Éducation annonce une réduction de ses effectifs de moitié après la poursuite de la purge administrative. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal international. L'opposition de centre droit a gagné les élections législatives de ce mardi 11 mars au Groenland. Un scrutin aussi marqué par une poussée des nationalistes qui réclament l'accession rapide à l'indépendance de l'île arctique convoitée par Donald Trump. Le parti de centre-droit démocrate jusque-là dans l'opposition a remporté les élections législatives au Groenland avec 9,9% des suffrages devant le parti nationaliste partisan d'une indépendance rapide du territoire autonome danois. D'après les résultats officiels publiés mercredi, les partis de la coalition jusqu'alors au pouvoir enregistrent un net recul, se plaçant en 3e et 4e position du scrutin. Jamais des élections au Groenland n'avaient connu un tel retentissement international, conséquence des visées du président américain qui veut mettre main basse sur le territoire en agitant alternativement la carotte et le bâton. Nous respectons le résultat de l'élection, a réagi sur Kenner le premier ministre sortant Mute Eget, chef du parti Inuit Ataqatigiit. Tandis que le leader du parti Siumut, son allié social-démocrate dans l'actuelle coalition, a reconnu sa défaite. Aucun des partis n'étant en position d'obtenir la majorité sur les 31 sièges au Parlement, des tractations vont maintenant être nécessaires pour former une alliance. Celle-ci devra notamment esquisser les modalités et un calendrier menant à l'indépendance que souhaite l'immense majorité des 57 000 habitants. Démocrate est ouvert à la discussion avec tous les partis à la recherche de l'unité, surtout avec ce qui se passe à l'étranger, a déclaré son jeune leader de 33 ans, Jens Frederik Nielsen, ancien champion groenlandais de badminton. Si, peut-être, d'un effet Trump, la participation a été élevée selon des responsables électoraux. Convaincu de pouvoir s'emparer d'une manière ou d'une autre du Groenland, Donald Trump a tenté jusqu'à la dernière minute de peser sur les élections, provoquant stupéfaction, rejet et plus rarement enthousiasme. La purge et le dégraissage dans la fonction publique américaine continuent. Après l'aide au développement, le Pentagone ou le ministère des anciens combattants, le ministère de l'Éducation a à son tour annoncé des licenciements massifs ce mardi 11 mars. Ces effectifs vont être divisés par 2. Donald Trump et son entourage ne l'ont jamais caché durant toute la campagne pour la présidentielle de novembre dernier. Ils veulent la fin du ministère de l'Éducation, considéré comme un repère d'adversaires politiques. Selon des informations de presse, un décret en ce sens est même en préparation, bien que la Maison-Blanche démonte l'information. Quoi qu'il en soit, l'administration, elle, a décidé de ne pas entendre la ministre de l'Éducation, Linda McMahon, dirigeante historique de la DWE, la plus grande entreprise américaine de catch professionnel, a décidé d'accélérer vers ce qu'elle considère comme la mission finale de son ministère, à savoir sa propre disparition. Alors que 600 fonctionnaires sont déjà partis volontairement et que près d'une centaine qui étaient en période d'essai ont été remerciés, 1300 autres ont appris par un courrier électronique ce mardi 11 mars, en début d'après-midi, qu'ils étaient virés et que les locaux de leur ministère à Washington ne leur seraient plus accessibles dès le début de la soirée pour des raisons de sécurité. En moins de 2 mois, les effectifs du ministère américain de l'Éducation sont donc passés de près de 4100 fonctionnaires au début de l'année à environ 2200 aujourd'hui. Donald Trump voulant donner un maximum de pouvoir en la matière aux États fédérés qui jouent déjà un rôle important pour faire complètement disparaître le ministère fédéral. Un vote du Sénat à la majorité qualifiée est toutefois requis, ce dont les républicains ne disposent pas pour l'instant. Le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur d'une nouvelle rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur de la crise ce mardi 11 mars à Luanda, affirment les deux présidences. Un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola a annoncé que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe armé M23. C'est une annonce choc
À l'issue d'un tête-à-tête à Luanda entre le président congolais Félix Tshisekedi et angolais Joao Lourenço, médiateur de la crise qui déchire l'est de la RDC, ce 11 mars, la présidence angolaise a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle allait établir des contacts avec le M23 afin que la délégation de la RDC et du M23 mène des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ces pays frères. Du côté de Kinshasa, où depuis le début du conflit, des discussions directes avec les groupes armés font figure des lignes rouges, on assure prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise, a précisé Tina Salama, le porte-parole de la présidence congolaise, qui rappelle qu'il existe déjà un cadre pour des négociations dans le processus dit de Nairobi. Jusqu'à présent, le président Tshisekedi l'a déjà rappelé à plusieurs reprises. La RDC a toujours estimé que toute négociation de ce type devait avoir lieu avec le Rwanda, que le chef de l'État congolais a encore qualifié de maître du M23 à la fin du mois de février. Cette annonce angolaise intervient à la veille de deux événements importants, un sommet de la région d'Afrique australe consacré à la RDC, c'est mardi 12 mars d'une part, et une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au conflit dans l'est de la RDC le 4 avril prochain. Après avoir été mis en sommet pendant 7 ans, le procès des deux assassins présumés d'Urbain Dangnivo, un syndicaliste et opposant béninois, porté disparu depuis 15 ans, a repris mardi 11 mars devant le tribunal de première instance de Cotonou. Lors de l'audience, les deux prévenus ont nié en bloc être mêlés à l'affaire, affirmant avoir été utilisés par les responsables politiques de l'époque. Pour sa 4e reprise, la justice béninoise en fait la promesse. Si ces précédentes audiences n'ont jamais débouché sur un jugement, cette fois le procès de l'affaire Urbain Dangnivo ira à son terme. La procédure est en état de recevoir un jugement, a ainsi déclaré dans un communiqué le procureur Olusegun Tidjani Serpose. Bien que le résultat n'ait pas encore été publié, les tests ADN contradictoires que la famille du syndicaliste disparu avait demandé ont notamment pu être réalisés. Sans attendre, lors de la première journée d'audience, mardi 11 mars, la Cour est donc immédiatement entrée dans le vif du sujet. Et les deux assassins présumés ont, eux, catégoriquement nié être mêlés à la disparition de Pierre Urbain Dangnivo. S'il avait fait des aveux en 2010, à l'époque des faits, après la découverte près de chez lui d'un corps présenté comme celui du syndicaliste, des images le montrent en train d'avouer le crime à genoux près de la dépouille avaient alors circulé. Le féticheur Kodjo Kossi Alofa est revenu sur ses propos, démentant à la barre avoir pris part à sa disparition. On m'avait demandé d'endosser ce crime pour de l'argent et la promesse d'une relaxe. Je purgeais une peine pour vol de moto quand j'ai été approché pour jouer ce rôle, a-t-il notamment affirmé, citant au cours de son récit des noms de personnalités et de hauts gradés qui l'auraient approché. Alors que son co-accusé Donatien Moussou fait de même, l'un et l'autre affirment avoir été traités avec attention et délicatesse pour ces derniers lors de leur incarcération. Outre des visites et des cadeaux, le féticheur déclare avoir même eu droit à des virées nocturnes arrosées. Présente dans la salle d'audience, la famille Dangnivo, elle attend avec beaucoup d'intérêt la déposition des témoins et surtout les confrontations de leur version à celle des deux prévenus. Les premières sont prévues ce mercredi. En Guinée, les familles des victimes de la tragédie de Nzérékoré portent plainte contre les autorités de transition. Le 1er décembre 2024, le stade archi-saturé de la ville a été le théâtre d'une bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé à la gloire du général Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel du gouvernement, au moins 140 selon le collectif des ONG de la région de Nzérékoré. Dans le rapport d'enquête pointe une volonté des autorités de dissimuler la vérité sur les véritables circonstances de la bousculade mortelle. On joue les dernières minutes de la finale du trophée général Mamadi Doumbouya entre l'équipe de Nzérékoré et celle de l'Abbé dans un stade archi plein et en présence de membres du gouvernement lorsqu'un pénalty est sifflé pour l'équipe locale. Les visiteurs contestent, s'en prennent à l'arbitre. Un échauffourée débute alors que le terrain est envahi. Selon les témoins, les forces de l'ordre jettent alors des gaz lacrymogènes. Des jeunes répondent par des jets de pierre.
L'affrontement amène à un mouvement de foule vers la seule sortie de l'enceinte. Plusieurs sources sur place disent craindre un lourd bilan. Les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps inanimés au stade et dans les couloirs de l'hôpital régional, où un médecin évoque plusieurs décès et des dizaines de blessés à prendre en charge. Jusque-là, le tournoi avait été une fête drainant des milliers de personnes. Plusieurs événements de ce type au nom du chef de la junte ont été organisés depuis mi-septembre dans les provinces afin de préparer sa candidature à la future présidentielle, estiment ses détracteurs. Bahouri, le premier ministre de transition, a publié un message sur X où il dit « Le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match. Il confirme qu'il y a des victimes. » Bahouri ajoute que les autorités régionales sont à pied d'œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Les autorités morales de la ville sont priées de concourir aussi à la restauration de la quiétude sociale, dit-il. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.